Bienvenue sur France 24, édition spéciale consacrée à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Un chantier impressionnant à plus d'un titre, vous le verrez. 146 ans après l'inauguration du premier canal, le président Abdel Fattah al-Sisi veut en faire un moment historique à de nombreux égards. Cette cérémonie s'annonce fastueuse, en présence de nombreux chefs d'État qui, vous le voyez, sont en train d'arriver sur place. Il y a notamment le président français François Hollande. C'est un événement que vous allez pouvoir vivre en direct sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux, mais aussi avec nos invités. Jean-Yves Moisseron, chercheur à l'Institut pour la recherche et le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek, professeur associé également à plusieurs universités en Égypte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Roland Lombardi, vous êtes cadre en entreprise, consultant indépendant et analyste chez JFC Conseil, notamment docteur en histoire, spécialiste des mondes arabes, musulmans et sémitiques. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler avec vous, je propose de nous rendre directement sur place à Ismailia pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, retrouver Karina Chabour qui suit pour nous cet événement, cette inauguration du canal de Suez. Karina, quelle est l'ambiance en ce moment sur place? C'est une ambiance festive. Effectivement, les cérémonies sont sur le point de commencer. On s'apprête à entendre l'hymne national égyptien. Les chefs d'État et de gouvernement sont maintenant quasiment tous installés. Donc effectivement, ambiance également très, très grande sécurité ici, avec un déploiement des forces aussi bien policières que militaires très très important. Donc voilà, on attend d'une minute à l'autre le début de la cérémonie. Et on suivra cette cérémonie en votre compagnie, Karina Chabour, avec notamment le discours d'Abdel Fattah al-Sisi qui est prévu normalement dans une vingtaine de minutes. Alors vous voyez une des nombreuses tribunes qui a été installée le long de ce canal de Suez. Jean-Yves Moisseron, on a vu tout à l'heure ces images d'Abdel Fattah al-Sisi à la tête de ce yacht qui appartenait à la famille royale égyptienne. On l'a vu défiler en costume militaire aux côtés de son fils, un drapeau égyptien à la main. C'est une nouvelle étape dans l'assise du pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. C'est une nouvelle, en tout cas, c'est une communication sur un nouveau pouvoir et une nouvelle ère qui vient clore l'épisode qui a été considéré comme catastrophique des frères musulmans, où l'Égypte ne se reconnaissait pas elle-même, où l'armée, un certain nombre de gens ont considéré que cet épisode-là, les frères musulmans ne représentaient pas l'Égypte. Donc on observe une espèce de retour en arrière qu'on a observé dans la nouvelle constitution, dans le préambule de la nouvelle constitution, retour de l'Égypte éternelle presque, avec ses grands travaux qui s'inscrit dans l'histoire du canal de Suez, mais aussi l'histoire des pyramides, avec un président triomphant, avec une volonté de l'État d'affirmer son pouvoir, d'affirmer son emprise sur le destin du pays. Donc on est vraiment dans cette thématique. Et évidemment, l'inauguration du canal de Suez, ou cette nouvelle inauguration, est un symbole extraordinaire qui est une opération de communication à grande échelle qui est tout à fait réussie et qui s'inscrit dans cette dimension. Oui, Roland Lombardi, il s'inscrit finalement un peu dans les pas de Nasser. Oui, c'est ça. Nasser, c'est la référence en Égypte, c'est l'homme fort, le militaire. Sisi est un militaire comme lui, mais la situation n'est pas la même. Nasser, à l'époque, l'Égypte était influente, était puissante, économiquement, ça allait très bien. Sisi, lui, prend une situation beaucoup plus compliquée. Et c'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes qu'il a les capacités de Nasser, voire de Sadat, mais toutes les qualités de ces deux hommes, mais aussi celles qu'il n'avait pas. En tout cas, c'est une récupération de cette image par le pouvoir égyptien. Ah oui, de toute façon, mais ça, c'est le peuple. Il faut comprendre que l'image du zaïm en Égypte, c'est l'image qui prévaut dans l'imagerie politique du peuple égyptien. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Je propose de faire un peu d'histoire, de revenir sur l'histoire de ce canal de Suez avec l'ouverture de ce nouveau canal, prolongement donc d'un rêve, notamment de celui d'un Français, Ferdinand de Lesseps, qui il y a plus de 145 ans faisait creuser le premier canal moderne, un symbole d'ingénierie, mais aussi plus tard donc de ces nationalismes arabes avec sa prise de contrôle par Gamal Abdel Nasser. Retour sur l'histoire de ce canal entre Méditerranée et Mer Rouge avec Julien Sauvager. Relier la mer Rouge à la Méditerranée par un canal long de 193 km. Un rêve un peu fou qu'un Français va réaliser au XIXe siècle. Ferdinand de Lesseps, ancien diplomate à la retraite, réussit après plusieurs années de négociations à lancer ce projet en 1859.
Il faut près de 10 ans aux milliers d'ouvriers égyptiens pour terminer ce chantier gigantesque. L'Égypte a payé un lourd tribut lors de la construction du canal de Suez. Mais qu'ont eu les Égyptiens en retour? L'occupation. Si officiellement le canal appartient à l'Égypte, c'est en effet la société créée par Ferdinand de Lesseps qui en a la concession pour 99 ans. Une société détenue par 21 000 actionnaires français et par l'Angleterre dès 1875 après le rachat des actions égyptiennes. Devenu très rapidement un axe incontournable du commerce mondial, le canal de Suez sera l'objet de plusieurs batailles pour sa suprématie lors des 2 guerres mondiales. Mais c'est en 1956 que l'histoire du canal bascule. Gamal Abdel Nasser, dirigeant pan-arabe, déclare la nationalisation du canal de Suez. Nous sommes le 26 janvier 1956. L'armée égyptienne se déploie en quelques heures le long du canal. Nous nous sommes rendus à Ismailia le jour même de l'annonce de la nationalisation. Et nous avons capturé les officiers britanniques d'Ismailia, de Port Saïd, de Suez et du Caire. S'estimant spoliés par cette nationalisation surprise, l'Angleterre et la France lancent une offensive militaire conjointe avec Israël pour reprendre possession du canal. L'opération est un succès, mais ne dure qu'une semaine. Les troupes franco-anglaises sont sommées de se retirer par le Conseil de sécurité, sous la pression conjointe des Américains et des Russes. 10 ans plus tard, le bruit des bottes résonne de nouveau. Israël lance une offensive éclair contre l'Égypte et occupe la rive orientale du canal de Suez. La guerre des 6 jours va interrompre durablement le trafic maritime. Il faudra attendre 8 ans avant qu'il soit de nouveau rétabli. Depuis, le canal n'a eu de cesse de s'agrandir afin de s'adapter à l'augmentation du trafic et de la taille des navires. Retour en 2015 à présent avec ces images en direct toujours de ce canal de Suez pour cette cérémonie d'inauguration de ce canal élargi, allongé, différent donc de celui qu'on vient de voir et de cette histoire de l'Égypte. Roland Lombardi, on le disait au sein de la population égyptienne, ce canal, les grands travaux, en général, ça a beaucoup d'importance. Oui, c'est une politique, c'est un élan patriotique, on l'a vu, notamment ces travaux ont été financés par des Égyptiens, par des bons du canal. Et en une semaine, 9 milliards de dollars ont été réunis. C'est incroyable, 9 milliards en une semaine. Les gens se sont rués dans les banques pour prendre des participations. Il y a un réel engouement encore aujourd'hui. Oui. Un chantier complètement pharaonique. Et pourtant, il y a quand même quelques risques sécuritaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste à côté de la péninsule du Sinaï. Et il y a les menaces d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est très proche du Sinaï, mais bon, c'est un risque mesuré, puisque bon, malgré l'aspect spectaculaire des attentats qu'il y a eu au Caire avec le procureur, mais aussi les attaques qui ont causé plus d'une centaine de morts dans le Sinaï parmi les policiers et les militaires égyptiens. On va dire que c'est impressionnant, mais c'est sous contrôle. C'est une situation sous contrôle. Et si après, peut-être on en reviendra pour parler peut-être de l'issue de ce conflit. Et Karina Chabour nous disait que la sécurité était extrêmement renforcée sur place, un déploiement impressionnant. Tout est impressionnant d'ailleurs dans ce canal. Jean-Yves Moisseron, les chiffres donnent le tournis. Ce canal, il a été construit en 1 an à peine. Comment est-ce qu'on arrive à lancer? Alors, les extensions qui ont été faites actuellement, effectivement, ont été construites en 1 an. C'était un peu le pari et le tour de force du président Sisi de dire le canal, historiquement, a été construit en 10 ans. Moi, je vais faire un nouveau canal. En fait, c'est simplement une extension, un agrandissement des capacités, etc. En moins d'1 an, en montrant la capacité justement de mobilisation de l'État dans ses financements, dans le fait de recueillir y compris des financements nationaux, mais en mobilisant aussi l'armée, les conscrits qui ont largement participé à ces grands travaux. Donc ça s'inscrit dans une politique de puissance, en même temps dans une espèce quasiment de politique keynésienne de relance, de grands travaux, sauf que là, évidemment, ce sont des conscrits ou des appelés donc qui ne sont pas forcément très bien payés. Ce n'est pas une injection massive de liquidités dans l'économie.
Mais on est effectivement dans cette tradition des grands travaux. Il y a eu le projet Toshka, par exemple, de créer un second Nil à partir du lac Nasser. Alors, le problème de ces grands travaux, c'est qu'en général, l'impact économique est assez faible. C'est spectaculaire. Pour des opérations de communication, c'est extraordinaire. Mais un chiffre simple, le transit sur le canal de Suez aujourd'hui est à peine plus élevé que celui qui avait lieu en 2007. Ça veut dire que, en réalité, le canal de Suez, jusqu'à présent, n'était pas en surcapacité. Et malheureusement, ce n'est pas ces améliorations. Peut-être qu'elles auront un effet marginal sur le transit et les recettes liées au canal de Suez. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres éléments, le prix du pétrole, l'état de la sécurité autour de l'Afrique, etc., qui conditionnent le transit sur ce canal. Donc, il ne faut pas se laisser enthousiasmer par les chiffres qui sont annoncés et qui sont très optimistes. Alors qu'on voyait à l'écran, voilà le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avec à ses côtés François Hollande. L'hymne égyptien devrait bientôt retentir sur place pour ces cérémonies d'inauguration du canal de Suez. Les honneurs militaires. Et voilà donc l'hymne égyptien. Jean-Yves Moisseron, je vais revenir avec vous sur ce canal. Donc il est élargi, on s'est servi du canal d'origine. La principale nouveauté, c'est que ce n'est plus une voie à sens unique. Les bateaux vont pouvoir se croiser, donc le trafic va augmenter. Voilà, c'est ça l'objectif principal de cette extension. C'est de réduire le temps de transit qui était de 22 heures à peu près pour un navire à 11 heures, divisé par 2, en permettant effectivement un transit dans les deux sens. Donc on améliore la productivité du canal de Suez, du service qu'il rend. Donc effectivement, c'est important pour des armateurs qui gagnent du temps. Hein. Le temps, c'est important dans le transit, dans le commerce maritime. Mais encore faut-il qu'il y ait ce commerce. Si le commerce international diminue, ce qui a été le cas lors de la crise de 2008, eh bien, automatiquement, le transit sur le canal de Suez diminue aussi. On a presque... En observant le nombre de bateaux qui transitent sur le canal de Suez, on a presque une image instantanée de l'état du commerce international. Donc c'est intéressant. Donc il y a d'autres facteurs, hein. C'est ça qui importe. Donc encore une fois, impact probablement marginal, positif, mais qui est très loin des chiffres annoncés. Oui, les chiffres, c'est le triplement des revenus à l'année. On parlait de 5 milliards d'euros, je crois, aujourd'hui. On peut aller jusqu'à 15. Oui. En tout cas, Abdel Fattah al-Sisi espère tripler. C'est ça, mais en réalité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, le canal n'était pas en surcapacité. Le transit aujourd'hui est inférieur à celui qui avait lieu en 2007. Donc, l'ancien canal avait tout à fait les capacités. On améliore la circulation, ce qui est très bien, mais encore une fois, c'est une très belle opération de communication avec une image formidable pour nos deux pays, la France et l'Égypte, dans cette photo qu'on voit sous nos yeux. Oui, je ne sais pas si Jean-Yves Moisseron pourra en parler, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises qui collaborent à la construction, qui ont collaboré à l'élargissement de ce canal de Suez. Oui, surtout, on parle beaucoup du canal, mais aussi dans toute l'Égypte, tous les autres grands travaux au niveau des routes, au niveau d'autres canaux d'irrigation. Mais il y a aussi cette fameuse zone, ce hub, cette immense plateforme industrielle et commerciale qui va être construite aux abords du canal. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises très importantes françaises qui vont participer. Et là aussi, on attend... Alors là, c'est justement là où on espère que cela crée des emplois, puisque les chiffres les plus optimistes parlent de 1 million d'emplois. Donc on verra si ça se concrétise. On va retourner sur place, rejoindre Karina Chabour, un de nos envoyés spéciaux pour cette inauguration de ce canal de Suez élargi. Karina Chabour, on vient de voir les différents officiels. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme de ces cérémonies qui sont prévues donc, le long de ce nouveau canal ?
Égyptien, suivi d'un documentaire de 5 minutes historique à la fois, qui reviendra sur l'histoire du canal et ensuite sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, sa version élargie et avec une nouvelle voie parallèle qui vise à désengorger ce canal et en faire un canal encore plus puissant dans le transport maritime mondial. Et puis suivront ensuite les discours à la fois du président Al-Sisi et de l'autorité du canal, des discours d'une quinzaine de minutes en ce qui concerne le président. Et puis ensuite suivra une parade navale avant des entretiens bilatéraux prévus à Ismailia. On a vu François Hollande arriver et être à la tribune aux côtés d'Abdel Fattah al-Sisi. Il faut dire que la France est très très proche de ce projet, un peu moins qu'elle l'était il y a 145 ans évidemment, mais il y a une certaine proximité. On va voir des rafales voler tout à l'heure d'ailleurs au-dessus de ce canal. Oui, absolument. Les 3 rafales sur les 24 qui avaient été commandées en novembre dernier par l'Égypte. Il y a effectivement la volonté de montrer la relation importante entre les deux pays. Le fait, bien sûr, que c'est un Français, Ferdinand de Lesseps, qui a construit le canal inauguré en 1869. Et puis, ils vont profiter de cette rencontre pour aborder ensuite un certain nombre de sujets d'intérêt régional. Vous savez, l'Égypte est un partenaire important avec qui il faut compter. Alors il y a bien des réserves qui sont émises sur peut-être l'autoritarisme ou encore la répression du régime du président Al-Sisi, notamment à l'égard des frères musulmans, mais la France ne peut pas faire l'économie de ce partenaire à la fois stratégique sur les dossiers sécuritaires, sur le dossier également écologique, dans la perspective de la grande conférence COP21 à la fin de l'année à Paris, et puis également sur des dossiers économiques. À la fois le président, vous savez, est accompagné du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, mais également d'une délégation d'armateurs français. Il y a bien évidemment Dassault, mais également le constructeur de la frégate qui sera également livré aujourd'hui. Donc pas mal de sujets sur la table. Merci beaucoup Karina Chabour. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette édition spéciale consacrée à cette inauguration. Justement, on parlait des aspects économiques, on parlait de la coopération avec les Français. C'est un gros pari économique pour l'Égypte, un pari politique aussi. Marc Pope. Avec cette nouvelle voie, l'objectif du Caire est clair. Relancer l'économie égyptienne en renforçant la position mondiale du canal de Suez. Sur les 193 km de voies déjà existantes, 37 ont été élargis et approfondis et un nouveau canal de 35 km a été construit. Coût total des travaux, 7,8 milliards d'euros. Un projet financé par souscription auprès des Égyptiens eux-mêmes. Le gouvernement espère ainsi faire passer les revenus du canal de près de 5 milliards d'euros à environ 12 milliards à l'horizon 2023. Car la nouvelle artère devrait permettre, selon les autorités, de doubler le trafic d'ici 8 ans, passant de 50 à 100 navires par jour, tout en réduisant leur temps d'attente. Le Caire souhaite également développer les alentours du canal grâce à une plateforme industrielle et des ports qui devrait créer près d'1 million d'emplois selon les prévisions égyptiennes. Des chiffres très optimistes pour marquer les esprits, mais pour de nombreux experts, il est encore difficile de chiffrer l'impact véritable de cette extension sur le commerce maritime mondial. Voilà, retour au direct avec ces cérémonies d'inauguration de ce canal élargi, de ce nouveau canal de Suez, avec en ce moment la diffusion d'un film à la gloire donc de cette voie navigable supplémentaire, de ce canal élargi. Certains disent donc ce nouveau canal de Suez. On entendra juste après le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Un chantier pharaonique, donc le tout réalisé en un temps record et notamment par des sociétés françaises. Beaucoup de collaborations donc sur ce projet de canal de Suez et de grands défis également pour l'Égypte. Jean-Yves Moisseron, des projets comme cela, il y en a très rarement. On comprend quand même que l'Égypte fasse une aussi grande cérémonie pour un événement aussi important. La cérémonie, là, elle est absolument intéressante parce qu'elle permet à la fois au président Sisi, mais aussi au président Hollande, finalement, de mettre leurs pas dans ceux des acteurs historiques qui ont fait à la fois pour
François Hollande qui ont fait la France dans le monde, hein, avec toutes les références à l'ESSEP. Ce sont des ingénieurs français qui ont construit le premier canal de Suez. C'est donc la technologie française qui est à l'honneur, technologie qui est évidemment supportée par la vente de Rafale, et donc qui montre aussi là encore un succès technologique français international, et ça permet également à Sisi, on l'a dit tout à l'heure, de se mettre dans les pas de Nasser sur ce projet pharaonique. Alors il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu le projet Toshka par exemple autour du canal du lac Nasser, de construire, de faire une espèce de deuxième Nil d'irrigation avec énormément de terres gagnées sur le désert, pour essayer d'augmenter les terres agricoles en Égypte. Et ce projet qui était lui aussi dans sa forme pharaonique, finalement a donné des résultats assez décevants, voire très décevants. Et c'est un peu le sort de tout ce type de grands projets qui apparaissent quand même un petit peu anachroniques dans une économie moderne. Ça n'est plus comme ça qu'on fait du développement. Là, c'est de la communication, c'est du volontarisme, c'est utile, c'est un développement d'infrastructures, mais c'est un peu l'État qui imagine qu'il va pouvoir créer 1 million d'emplois par la seule volonté de sa puissance, etc. C'est pas comme ça qu'on crée dans les conditions d'une économie mondialisée des milliers d'emplois. C'est en se spécialisant, en développant des avantages comparatifs, en développant une vraie économie de marché, ce qui n'est pas complètement le cas en Égypte, qui est une économie de rente, une économie administrée, une économie où il y a beaucoup encore de clientélisme, etc. Donc, malheureusement, ces grands projets ne changent pas, disons, ce qu'on appelle dans notre jargon le régime de croissance de l'économie égyptienne, et ne permet pas de créer les millions d'emplois qui sont nécessaires pour absorber une population jeune qui arrive chaque année sur le marché du travail. 700 000 jeunes chaque année sur le marché du travail. On voit que même la création d'1 million d'emplois, si elle se réalise, suffirait à peine à absorber la population active qui arrive sur une année. Donc, on a vraiment là une espèce d'opération de communication, pas complètement inutile, mais très loin de pouvoir changer les choses en Égypte. Roland Lombardi, c'est loin de changer les choses en Égypte, et puis c'est très loin des rêves de ces jeunes qui étaient sur la place Tahrir au moment de la révolution égyptienne. C'est finalement une des conséquences de cette place Tahrir et de ces manifestations. Et on en est très très loin là. Mais on pourrait croire que c'est un retour en arrière au système Moubarak, mais sans le népotisme, sans la corruption voyante, parce que bien sûr, il y avait à la place Tahrir des revendications légitimes sur le changement de régime et les changements d'institutions, mais aussi beaucoup, il faut se souvenir, une lassitude du pouvoir de Moubarak qui était vieillissant, et surtout tout ce qui gravitait autour, la corruption, le népotisme. À l'époque, ce qui avait fait bondir beaucoup de jeunes, c'était on pensait qu'il allait faire nommer son fils. Donc vous voyez, c'était cet aspect-là. Et avec Sisi, il y a quand même un petit espoir, parce que bon, déjà il n'y a pas d'alternative. Moi j'ai des amis militants qui ont été blessés, qui ont été emprisonnés, et qui me disaient oui, mais on n'a que lui quoi pour l'instant. Donc ils en reviennent de leurs revendications. Et c'est difficile pour eux, mais bon, c'est comme ça. Ils en veulent beaucoup plus, je pense, à leur leader républicain, on va dire, notamment Al-Baradei, qui n'ont pas su organiser une opposition démocratique digne de ce nom, quoi. Comment est-ce qu'Abdel Fattah al-Sisi gère-t-il le passé Hosni Moubarak? Est-ce qu'il assume une sorte d'héritage? Est-ce qu'il prend ses distances? C'est très occulté, hein, on le voit, c'est très occulté dans les discours et dans les images. On a vu justement ces jours-ci de grands placards au Caire montrant Sisi, Nasser, Sadat. C'est vrai que c'était pour l'inauguration du doublement du canal, et c'était une référence à l'histoire, parce que c'est trois. Mais bon, on a bien vu quand même, il y avait un petit clin d'œil, Moubarak n'était pas dans la ligne. On peut dire que c'est pas seulement l'occasion de l'inauguration, c'est que dès la prise de pouvoir de Sisi, finalement, Moubarak a été
enlevé de l'affiche, un peu à la mode soviétique ancienne. Et c'est un retour à une période pré-Moubarak. Parce que pour l'armée, finalement, toute la période Moubarak, où on a à la fois commencé à privatiser, libéraliser l'économie à partir du gouvernement nazif en 2004, où on a laissé finalement se développer une espèce d'affairisme avec sa famille, avec Gamal Moubarak, qui était pressenti pour lui succéder. L'armée voyait finalement ça d'un très mauvais œil, parce que peut-être qu'elle pouvait être contestée dans son pouvoir économique, qui est considérable en économie, en Égypte, pardon, et c'était aussi une voie sur laquelle, qui était dangereuse dans le sens où ça a développé la corruption, une espèce de délitement de ce qui fait la structure, la colonne vertébrale de l'Égypte, à savoir la puissance de l'armée. Et donc, c'est tout cet héritage qui a été contesté. Et donc, on a effectivement le sentiment d'un retour à la période pré-Moubarak, ou en tout cas la première période Moubarak, pas celle où s'est développé cet affairisme. On retourne encore une fois à une maîtrise de l'État égyptien sur son économie, sur ses grands travaux. Et donc, il y a effectivement un retour en arrière. Et en même temps, on se rend bien compte que les réformes économiques doivent progresser, et que finalement, on ne peut pas revenir à cette époque. C'est un peu le paradoxe de cette mise en scène. Oui, je veux juste rajouter aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même une lutte contre les trafics, contre la corruption aussi. Ça, en France, on ne le voit pas trop, mais si on lit un peu la presse arabe, on peut s'en apercevoir. Et ça, bien sûr, c'est monté en flèche dans les discours pour montrer qu'il y a quand même une volonté quand même de ne pas revenir dans les travers du passé, quoi. Alors qu'on voit ici à l'image vraisemblablement l'amiral Mamiche qui s'exprime. Il va y avoir tout à l'heure le dévoilement d'une stèle par le président égyptien et le discours d'Abdel Fattah al-Sisi, qui, vous le voyez pour l'instant, aux côtés de François Hollande pour cette cérémonie d'inauguration. Je ne sais pas si la liaison est rétablie avec nos envoyés spéciaux sur place au canal de Suez. Pas encore, parce qu'on parlera avec eux notamment de ce chantier pharaonique, de l'implication aussi des Égyptiens. Cet événement, il est suivi par tous les Égyptiens. Abdel Fattah al-Sisi a voulu en faire un point d'orgue. Il y a notamment des sirènes qui vont résonner dans plusieurs ports du monde au moment de cette inauguration. La cérémonie est diffusée sur toutes les chaînes de télévision, y compris même dans les avions de la compagnie nationale égyptienne. Il y a un réel engouement des Égyptiens pour ce moment, pour cette inauguration. Est-ce qu'on peut penser que cet engouement peut durer, porter la nation égyptienne, ou est-ce que le soufflet risque de dégonfler ? Moi, je pense que le soufflet va assez vite retomber. On est dans un moment certainement peut-être de communion, de retour à des valeurs sûres, à un moment où il ne faut pas oublier le contexte régional de l'Égypte. Il y a la Libye autour, le Soudan au sud, la Syrie, Daesh pas loin. Donc c'est un pays qui a senti un peu la boule de canon lui passer pas loin des oreilles. Il y a eu une espèce de réaction de l'armée en disant avec même une accusation franche en direction des États-Unis, ce que vous avez fait en Libye, il n'est pas question que vous le fassiez ici. Ce que vous avez fait en Syrie, il n'est pas question que vous le fassiez en Égypte. Souvenez-vous que l'Égypte, c'est 2000 ans d'histoire, c'est une armée, c'est un pays solide, etc. Et il y a eu ce basculement, ce retournement nationaliste qui était alimenté par une espèce de peur devant le vide, d'une peur devant l'effondrement des structures de l'État. Donc ça explique un peu le retour de l'homme providentiel et l'adhésion qui est parfois pour nous, qui a été pour nous observateurs assez étonnante, l'adhésion non seulement d'une grande partie de la population, mais aussi des intellectuels, aussi d'un certain nombre de forces progressistes qui, elles, réclamaient plus d'état de droit, plus de démocratie, et qui, dans cet intervalle, a préféré plutôt finalement l'ordre, le retour de l'ordre et la sécurité, plutôt que le risque que pouvait poser une démocratie qui n'était pas encore mûre ou qui n'était pas suffisamment, où les institutions démocratiques n'étaient pas encore solides. Donc c'est bien dans ce contexte international qu'il faut penser ce retour de l'homme providentiel et l'adhésion des masses. Cela dit, encore une fois, les défis qui étaient posés à Moubarak pendant
c'est-à-dire les défis économiques, la question sociale, la question de la pauvreté, la moitié de la population qui vit avec moins de $2 par jour, les difficultés quotidiennes, le manque d'emploi, le fait pour des jeunes qualifiés de ne pas trouver des emplois qualifiés, etc. Tous ces problèmes-là continuent d'exister et donc inévitablement se reposeront dans le futur. Donc il faut espérer que, effectivement, au-delà de ces grands travaux, il y ait de véritables transformations économiques qui répondent à cette question sociale, même s'il ne faut pas résumer tout à la question économique, évidemment. On va parler justement des Égyptiens avec un de nos envoyés spéciaux sur place, Alexandre Bouchianti, qui suit ces cérémonies pour nous. Alexandre, il y a un véritable engouement et une réelle fierté des Égyptiens pour les grands travaux et pour ce canal élargi en particulier. Oui, tout à fait. Les Égyptiens ont surnommé ce canal le Sissi Seps en référence à Ferdinand de Lesseps qui avait fait le premier canal de Suez. Donc, selon un sondage ce matin, 78% des Égyptiens estiment que ce canal leur sera bénéfique, en tous les cas, cette inauguration, contre 13% seulement qui ne sont pas d'accord et 9% qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais pour les Égyptiens, le canal de Suez, ça va au-delà du simple doublement de la voie sur 72 km. C'est très lourd en symbole, le canal de Suez, puisque le percement du premier canal avait occupé 1 million d'Égyptiens. C'était à peu près le quart de la population à l'époque. Et il y avait eu, en tous les cas, selon le livre d'histoire égyptien, 120 000 morts de ces Égyptiens qui avaient travaillé sous la corvée. Ensuite, le canal est devenu une cause d'occupation de l'Égypte. Et puis en 1956, il y a eu la nationalisation du canal par Gamal Abdel Nasser, qui a été perçu comme étant une grande victoire contre l'Angleterre et la France. Il y a eu une guerre, là aussi. Et puis, il y a les guerres successives avec Israël, la fermeture du canal, sa réouverture par Sadat, et aujourd'hui, voilà, ce nouveau canal de Suez. Donc, pour les Égyptiens, le canal de Suez, ça va au-delà, c'est une sorte de pyramide et de fierté nationale retrouvée. Merci beaucoup Alexandre Bouchianti. On vous retrouvera tout au long de cette cérémonie d'inauguration. Cette cérémonie d'inauguration, vous voyez, François Hollande est présent, fait partie de ces chefs d'État. Lorsqu'on parle du canal de Suez, il faut dire que la France n'est jamais très loin. Vous allez le voir dans ce sujet. Nassir Chihab. Une visite en avant-première du nouveau canal de Suez. Une délégation d'entrepreneurs français s'est rendue sur cet axe stratégique qui permet de relier l'Europe à l'Asie. Le canal, qui a vu passer 17 000 bateaux l'an dernier, a été doublé et élargi sur une portion, ce qui devrait fluidifier et augmenter son trafic. Pour comprendre l'importance du nouveau projet, vous devez imaginer qu'il y a un mois, cette colline était connectée à celle d'en face. C'était le désert complet. Ce projet phare de la présidence Sisi a été réalisé en 1 an avec l'armée comme maître d'œuvre en raison du climat insurrectionnel dans le Sinaï voisin. Une instabilité qui pourrait effrayer certains investisseurs, mais qui ne rebute pas ceux qui sont déjà présents en Égypte. Il n'y a pas de sujet au niveau sécurité pour nos entreprises. On sera toujours présent aux côtés de l'Égypte tant qu'on nous sollicitera. Il y a énormément d'opérations à venir dans notre domaine, en particulier l'aménagement des ports, la création de nouveaux ports, la création de tunnels sous le canal de Suez. Donc on est à la disposition des entreprises égyptiennes et du gouvernement égyptien pour mener à bien leur challenge. Si les autorités égyptiennes ont invité ces hommes d'affaires, c'est en effet surtout pour présenter un autre chantier à venir, un hub logistique et commercial autour du canal de Suez, avec différents services et zones industrielles spécialisées. Un projet auquel les entreprises françaises veulent croire. C'est un exemple étonnant qui pourrait permettre, si le rythme continue dans les réformes ou des projets, de changer le visage de l'Égypte. Et en ce moment, Abdel Fattah al-Sisi prend la parole pour l'inauguration de ce nouveau canal de Suez. Je propose de l'écouter en direct sur France 24. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui
au nom du peuple et du gouvernement égyptien. Je salue nos frères et sœurs, nos amis fidèles. Je salue ceux qui ont voulu aujourd'hui partager la joie et le bonheur du peuple égyptien. Car le peuple égyptien a prouvé qu'il était encore capable de recréer, de réécrire l'histoire et de travailler au bénéfice de l'humanité entière. Permettez-moi de faire une petite digression. Je vais ici laisser mon texte officiel pour vous dire, si vous le permettez, que je suis un simple citoyen égyptien. Je veux vous parler comme un citoyen égyptien, non pas à travers un texte écrit ou un discours écrit, mais je veux vous parler toujours avec le plus grand respect. L'Égypte est un grand pays, un grand État, dont la civilisation date de plus de 7000 ans déjà. Il y a de très nombreux pays parmi le monde où l'on enseigne aux jeunes enfants la civilisation égyptienne, tout ce que l'Égypte a apporté à l'humanité. Et je tiens à vous dire que l'Égypte, en 7000 ans, a créé des valeurs, des principes, une éthique. Et tous ces messages et toute cette éthique a absorbé, a accepté, a admis toutes les nouvelles religions, toutes les croyances, la foi de tous les autres peuples. Je tiens à le dire aujourd'hui devant tous nos invités. J'aurais pu, bien sûr, poursuivre le discours écrit que j'avais ici sous les yeux. C'est un moment historique que nous traversons, certes, mais parfois lorsque je sors de ce discours, lorsque je m'adresse à vous tous, je veux m'adresser aussi à tous les Égyptiens, la plupart, la majorité des Égyptiens. Je ne parle pas seulement à nos oulémas, à nos savants, à nos intellectuels. Je sors, je quitte ce texte pour m'exprimer en dialectal et je m'adresse à tous les Égyptiens. Oui, car tous les Égyptiens ont pour moi la priorité. La priorité est à tous les Égyptiens. Je tiens à dire aux Égyptiens que notre civilisation, votre civilisation, aujourd'hui, continue à offrir à l'humanité des dons d'une grande valeur. Ce n'est peut-être pas comparable à ce qu'ont créé les anciens Égyptiens, les pharaons, mais en un an, tous les Égyptiens ont déployé d'immenses efforts pour faire don au monde entier de quelque chose d'extrêmement précieux pour l'humanité entière, pour le développement, pour la construction. Je tiens à vous dire que l'Égypte ne s'est pas contentée de travailler pendant cette année ou ces 2 dernières années. Non. Nous n'avons pas seulement créé ce projet. L'histoire se souviendra que nous avons fait face à une pensée extrémiste, terroriste, qui, si elle avait gagné en Égypte, ça aurait été une terre brûlée. Ce pays n'existerait plus tel qu'il est. Les Égyptiens ont fait face à cette pensée extrémiste pour dire à l'humanité entière, attention, ceci n'est pas notre pensée. L'islam et les musulmans veulent bâtir la paix. Nous ne voulons pas la destruction, nous ne voulons pas la mort. L'histoire se souviendra que l'Égypte a fait face à ce phénomène. C'est avec Al-Azhar également et
nos grands oulémas, nos grands savants, que nous avons tenté de renouveler le discours religieux pour pouvoir vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Peut-être que les fruits de cet effort ne sont pas encore clairs aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas encore pu les toucher du doigt, mais cela ne saura tarder et dans les années à venir, nous verrons les fruits de cet effort. Le peuple égyptien, en construisant ce nouveau canal de Suez, n'a pas travaillé dans des conditions normales. C'était des conditions extrêmement difficiles sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. De nombreux groupes extrémistes et terroristes, ceux que j'appelle les gens du mal, ces gens-là, eh bien, ils ont tenté de faire beaucoup de mal à l'Égypte et aux Égyptiens. Ils ont tenté de ralentir ce grand effort des Égyptiens. Ils ont voulu nous arrêter. Ils ont voulu nous empêcher de poursuivre cet ouvrage. Donc, je tiens à préciser que cette œuvre, que ce nouveau canal n'a pas été creusé dans des conditions normales. Nous étions dans cette lutte contre le terrorisme et nous sommes toujours en train de lutter contre le terrorisme et nous ne cesserons jamais de combattre ce terrorisme jusqu'à la victoire. Nous devons être absolument certains qu'avec l'aide de Dieu Tout-Puissant et avec l'effort de chaque Égyptien et chaque Égyptienne, que nous serions donc capables d'achever cette œuvre dans le temps imparti. Le nouveau canal de Suez, ce n'est pas seulement une œuvre au niveau du génie civil. Non, il y a une dimension beaucoup plus importante derrière ce canal de Suez. Nous devons en être conscients. Les Égyptiens, en un an, ont eu le sentiment qu'ils pouvaient à nouveau avoir confiance. C'est la fin d'une ère où nous nous sentions abattus. Nous avons voulu sortir de cet abattement. Nous avons voulu construire. Et vous voyez bien la réaction des Égyptiens aujourd'hui. La joie, le bonheur des Égyptiens aujourd'hui, c'est la preuve que nous avions effectivement besoin de nous rassurer nous-mêmes et de rassurer le monde entier en disant « Voilà, nous sommes toujours capables de construire ». Je crois que c'est simplement un premier pas, une première étape. Ce nouveau canal de Suez, c'est un premier pas sur un chemin de 1000 pas que nous devons faire. Le premier pas sur un très long chemin, je vous le dis. Chers concitoyens, nous devons poursuivre notre marche. C'est ce trajet qui sera long. Mais je le dis et je le répète, avant de revenir à mon discours, personne ne pourra abattre la volonté des Égyptiens. Tant que les Égyptiens constitueront un seul bloc, feront face ensemble, de manière unie. Regardez-nous, regardez autour de vous. Le grand imam d'Al-Azhar est ici, présent devant nous, et juste à côté de lui, le pape de l'Église copte orthodoxe. Ils sont tous les deux côte à côte, et nous faisons tous face ensemble. Nous relevons ce défi ensemble. Et nous serons victorieux sans aucun doute. C'est un premier pas sur un chemin de 1000 pas. Je ne vous donnerai pas encore de nombreux détails sur le canal, puisqu'on a déjà expliqué le projet, mais je tiens à vous dire que chaque Égyptien a d'une manière ou d'une autre participé à ce projet. Il y a également des non-Égyptiens partout dans le monde qui ont veillé avec nous à ce que ce projet soit mis en œuvre en temps voulu. Nous avons travaillé nuit et jour. Et comme je vous le disais, nous l'avons fait dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous devons aujourd'hui remercier les martyrs. Les martyrs qui sont tombés, qui ont fait le sacrifice de leur vie. Ils ont donné leur sang et leur vie pour l'Égypte et pour la stabilité de l'Égypte.
des martyrs de l'armée, des martyrs de la police et des citoyens innocents, martyrs également. C'est le prix que nous avons payé et que nous continuons à payer, non seulement pour l'Égypte, mais pour l'humanité. Permettez-moi donc d'exprimer tout mon respect à tous ceux qui ont participé à ce projet. L'autorité de génie civil de l'armée égyptienne, les forces armées de la République arabe d'Égypte, l'autorité générale du canal de Suez et tous ceux qui travaillent dans le canal de Suez. Je remercie également toutes les entreprises qui ont participé à cet effort. Et je remercie la coalition d'ingénieurs et tous ceux qui ont mené les opérations de forage et de dragage dans cette extension du canal de Suez. Merci à vous tous. Nous avons promis au monde de lui offrir ce nouveau canal de Suez. Nous avons tenu cette promesse. C'est un projet que nous avons réalisé en un temps record. C'est une nouvelle artère de la vie que nous offrons au monde. C'est un canal qui relie les civilisations du monde pour, bien sûr, fluidifier le trafic maritime. Cela ouvre de nouveaux horizons économiques, de nouveaux horizons de prospérité pour le peuple égyptien qui a réalisé ce projet grâce à la pensée et aux efforts du peuple égyptien qui a également financé ce projet. Nous sommes aujourd'hui dans le Sinaï, au carrefour pour le monde entier. Le Sinaï, qui a donc cette position stratégique et éternelle comme notre Nil, éternelle comme nos pyramides. Aujourd'hui, c'est cette nouvelle gloire que nous bâtissons à nouveau en Égypte. Nous allons choisir une nouvelle voie pour l'Égypte, pour réaliser les ambitions du peuple égyptien. Le canal de Suez est au cœur de l'Égypte. Tous nos penseurs ont écrit sur ce canal et le professeur Gamal Hamdan écrivait autrefois « Voilà que nous sommes rassurés, l'avenir du canal de Suez est garanti, c'est un avenir brillant qui nous attend. » À condition de relever le défi, à condition de faire face aux menaces, à condition que nous planifions avec sagesse et que nous poursuivions nos efforts. Et voilà que cette prophétie de Gamal Hamdan se réalise, et voilà que l'eau coule dans cette nouvelle artère, dans cette nouvelle extension du canal de Suez, 10 ans après que ce penseur égyptien a écrit ce texte. Permettez-moi d'exprimer mon appréciation et mon respect au peuple de mon pays, ce peuple qui a prouvé que les sources de nos efforts n'allaient jamais tarir. Je vous salue pour votre citoyenneté, pour votre amour de la nation. Vous avez répondu à cet appel de la nation égyptienne en quelques jours, en quelques mois seulement. Nous voulons offrir ce projet aux martyrs de l'Égypte. Votre sacrifice n'a pas été fait en vain. Vous avez voulu défendre votre nation, votre patrie. Vous n'avez pas défendu seulement la terre de ce pays, mais vous avez aussi donné l'espoir aux nouvelles générations qui, certainement, n'oublieront pas l'histoire. La jeunesse, les nouvelles générations se souviendront de ce que vous avez fait. Reposez en paix au paradis. Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, invités d'honneur de la République arabe d'Égypte,
Le trafic maritime inauguré dès aujourd'hui dans cette nouvelle extension du canal de Suez, ce n'est pas simplement une question économique ou politique, c'est un objectif humain que nous avons ici. Nous voulons renforcer la dignité du peuple égyptien dans le cadre d'un État démocratique et moderne. Nous voulons bâtir et rebâtir au plus vite, et ce dans différents secteurs. Nous devons effectivement fournir l'atmosphère nécessaire pour améliorer le climat des affaires et de l'économie en Égypte. Nous devons continuer à faire face à ce terrorisme aveugle qui ne cesse de faire du mal à notre pays, ce terrorisme qui veut imposer au peuple égyptien une pensée attardée, une pensée extrémiste inacceptable. Mais le peuple égyptien continuera à faire face à cette violence et à refuser cette violence. L'histoire nous dit que le canal de Suez a inauguré pour l'Égypte, il y a de cela de très longues décennies, une nouvelle ère qui a permis de lancer des ponts avec d'autres peuples. Ce carrefour des civilisations, aujourd'hui, en Égypte, nous rappelle notre histoire brillante depuis le temps des pharaons, depuis l'époque hellénique, romaine et toutes les époques historiques qui ont suivi. Nous devons poursuivre sur cette voie. Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers invités, le grand peuple d'Égypte tient à dire au monde entier aujourd'hui que nous avons fait face au terrorisme. Nous faisons face au terrorisme par la vie. Nous voulons que cette région soit une région de prospérité pour le monde entier. Pas seulement ici en Égypte, mais pour le monde entier. L'empreinte de ce canal de Suez, elle est visible sur la carte de l'humanité entière. Nous n'avons pas pensé un seul projet et nous ne voulons pas nous arrêter là. Notre peuple est jeune, il a besoin de travailler, mais il est aussi très créatif. Et avec l'inauguration de ce nouveau canal aujourd'hui, eh bien, nous allons poursuivre en mettant en œuvre de nombreux autres projets. Je pense en particulier au projet de développement de la zone du canal de Suez. Et nous allons commencer dès demain la planification et la mise en œuvre de ce projet à l'est de la ville de Port Saïd et notamment au niveau du port de la ville de Port Saïd. Nous voulons également relier cette extension du canal de Suez à de nombreux autres projets, à Ismaïlia et à Kantara et à Ain Sokhna. Nous voulons construire une zone économique mondiale avec de nombreux ports et de nombreuses nouvelles villes, des centres logistiques et commerciaux qui permettront d'accroître les échanges commerciaux entre l'Égypte et tous les pays du monde. Nous voulons donc poursuivre cet objectif et participer avec tous les pays amis à bâtir l'Égypte du futur. En effet, les projets dont je vous parle comportent également la construction de nombreuses autoroutes et des projets de poldérisation et des projets agricoles avec Je tiens à vous assurer que l'État égyptien veut aller de l'avant au niveau de la réforme politique et sociale pour réaliser l'ambition des Égyptiens en termes de justice sociale et de dignité.
Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous saluer tous et je prie Dieu Tout-Puissant de nous aider à réaliser ce grand rêve qui est le nôtre. Nous avons aujourd'hui la volonté d'aller de l'avant pour notre chère Égypte, cette grande nation dont le peuple m'a chargé d'une très grande responsabilité. Cette grande nation mérite que l'on fournisse de plus grands efforts encore. Cette nation attend beaucoup de nous. Cette patrie veut que nous soyons toujours de la volonté la plus ferme pour avancer, hommes et femmes, chrétiens et musulmans, tous ensemble. L'Égypte, à travers ses révolutions du 25 janvier et du 30 juin, a choisi une nouvelle voie. Bien que nous n'ayons pas encore atteint tous nos objectifs, nous savons où nous voulons aller. Nous savons quelle est notre destination. Nous savons que notre peuple est capable de rêver comme tous les peuples, mais seuls les peuples libres sont capables de réaliser leurs rêves. Au nom de Dieu, clément, miséricordieux, j'inaugure, moi, Abdel Fattah al-Sisi, cette nouvelle extension du canal de Suez. Vive l'Égypte, vive le peuple égyptien et vive tous les peuples amis du monde. Vive la coexistence pacifique et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Voilà pour ce discours inaugural d'Abdel Fattah al-Sisi devant ce canal de Suez élargi. Il y avait un tout petit peu de cafouillage visiblement dans le timing, puisque le président égyptien s'est exprimé un peu tard. Entre-temps, les deux premiers navires à emprunter le canal sont passés. Et vous avez vu que l'un d'eux est passé juste derrière le président égyptien au moment de son discours. Il a fait sonner sa sirène. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur place pour cette inauguration du nouveau canal de Suez, Karina Chabour. Karina, on vient d'entendre ce discours du président Abdel Fattah al-Sisi, de cet homme qui se présente comme un simple citoyen égyptien et revendique un héritage de 7000 ans d'histoire. Clairement, Abdel Fattah al-Sisi a beaucoup parlé de fierté nationale égyptienne dans ce discours. Oui, absolument, cette fierté. Et surtout, je ne sais pas si vous le voyez, juste derrière moi est en train de passer ce porte-container dans la direction nord-sud, alors que simultanément, de l'autre côté, sur l'autre voie du canal, pour la première fois, passe simultanément un autre porte-container, cette fois-ci dans la direction sud-nord. Donc effectivement, un discours sur ce symbole de cette nouvelle Égypte que souhaite le président égyptien, à savoir à la fois la lutte contre le terrorisme, un aspect sécuritaire, un aspect solidarité du peuple égyptien. Alors qu'on voit les rafales, on voit les rafales en ce moment juste au-dessus de vous. Ça doit être une rafale qui vient de passer juste au-dessus de moi, vous avez probablement entendu. Et donc l'autre aspect, c'est effectivement l'aspect de relance économique voulu par ce nouveau canal de Suez. Le tout construit, il l'a bien dit, en un temps record par des Égyptiens, par des sociétés égyptiennes. Et ça aussi c'est important, et aussi par une main-d'œuvre égyptienne financée par des Égyptiens qui ont été très nombreux à souscrire des bons, à financer. Et c'est important lorsque l'on sait que lors de la construction du premier canal, le vice-roi s'était très lourdement endetté vis-à-vis de l'étranger pour financer le canal. Donc effectivement, il y a une fierté nationale aujourd'hui symbolisée par ce nouveau canal de Suez, très importante, et même vis-à-vis de l'extérieur. Il a parlé de jeter des ponts avec l'étranger, et on voit que aujourd'hui, c'était l'occasion d'asseoir, ou plus de renforcer son assise internationale, peut-être de faire taire certaines critiques sur son autoritarisme et une certaine répression, notamment à l'égard des frères musulmans. Et puis il a dit ce mot important: aujourd'hui nous faisons un cadeau à l'Égypte, nous faisons un cadeau au monde. Ce qui est sûr, en tout cas, c'était que c'était un jour très important pour le président et pour son régime. Alors que se déroulent en ce moment donc ces parades aériennes et navales dans ce nouveau canal de Suez. On a vu, Karina, ces porte-conteneurs donc passer derrière vous, on les a entendus sonner. D'ailleurs, c'est un énorme pari économique pour l'Égypte.
Oui, absolument. L'aspect économique est important. Alors, on parle de nouveau canal. En réalité, il s'agit de l'élargissement de 37 km sur les 190 que compte le canal, et ainsi que la création d'une voie parallèle pour désengorger le trafic, pour fluidifier le trafic et surtout pour doubler sa capacité, faire en sorte que ce soit désormais une centaine de navires qui puissent passer et non plus seulement une cinquantaine. L'objectif, bien évidemment, c'est aussi d'augmenter les recettes issues de ce canal. 5 milliards de dollars actuellement. À terme, d'ici 2023, ce serait, selon le gouvernement, de l'ordre de 13 milliards de dollars. Il faut également renforcer donc cette place du canal de Suez dans le trafic maritime mondial, qui occupe aujourd'hui 8%. Et puis, parallèlement, créer une grande zone, il en a parlé d'ailleurs dans son discours, une grande zone d'activité portuaire autour du canal, avec la création, la construction de ports, la construction d'aéroports, de routes, d'infrastructures, de centrales électriques, de très lourds investissements qui ont pour but à terme de faire que le canal de Suez représente un bon tiers de l'économie égyptienne et emploie 1 million d'Égyptiens. C'est important, c'est une aubaine lorsque l'on sait les difficultés qu'a connu le pays, qu'a connu l'économie du pays, notamment depuis la Révolution et l'effondrement du tourisme. Reste tout de même une inconnue. Est-ce que la demande sera au rendez-vous? Est-ce que les bateaux qui actuellement passent par le Cap en Afrique choisiront le canal de Suez? La question est posée ici même en Égypte par un certain nombre d'analystes. Merci beaucoup Karina Chabour. On vous retrouvera un peu plus tard pour l'inauguration de ce canal de Suez d'un nouveau genre, alors que les premiers navires empruntent donc ces voies désormais dans les deux sens. Navire français, c'est le premier à être passé dans ce canal de Suez à la fin du discours inaugural du président Abdel Fattah Al-Sisi. La France, l'Égypte, des liens économiques historiques et qui se renforcent. Roland Lombardi, on le disait, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui prennent part à tous ces projets. Ah oui, si les projets se concrétisent, il y a beaucoup de sociétés qui sont en place, notamment Bouygues, puis plein d'autres, c'est vrai, qui vont se développer dans la zone portuaire dont votre correspondante a parlé là tout à l'heure. Il y a aussi ces ventes de Rafale, on a vu ces 3 premiers. Ah oui, au niveau militaire aussi, la frégate multirôle aussi, les Rafales, et puis surtout une coopération très forte au niveau du renseignement aussi. Justement par rapport entre les services français et les services égyptiens, pour tout ce qui est de la zone, pour tout ce qui est les mouvements islamistes, et on sait l'expérience justement des renseignements égyptiens, et c'est une bonne chose pour les services français aussi. Je pense que c'est la vente des Rafales qui est le point essentiel. Il ne faut pas du tout le sous-estimer. Cet avion qui avait tant de mal à se vendre, qui pour la première fois est vendu avec un nombre d'exemplaires important. Donc c'est un succès commercial français indéniable. Ça permettra peut-être d'ouvrir la vente dans d'autres pays. Et je pense que ça a compté beaucoup dans la présence de François Hollande aujourd'hui, parce que c'est une façon de renvoyer l'ascenseur à cette possibilité. Maintenant, quand on parle de création d'un hub, d'infrastructures portuaires, il faut savoir que dans l'économie mondiale se créent des ports importants là où il existe une interface entre le commerce maritime international et une demande terrestre, c'est-à-dire là où il y a une très forte activité économique. Imaginons un grand port à Port Saïd, etc. Vers quoi il exporterait ? Non, mais les sociétés françaises, c'est vrai qu'on a parlé que des ports, mais dans d'autres domaines aussi. Oui, il y a d'autres domaines, mais ces activités de service qui seraient connexes à l'activité portuaire supposent déjà la création d'un commerce maritime, d'une utilité. On comprend bien qu'Amsterdam, entre le commerce international et l'ensemble de l'Europe, il y a un certain nombre de choses, des grands ports européens. On voit mal comment ça peut se développer en Égypte parce que l'Égypte produit peu, l'Égypte importe et exporte beaucoup de pétrole, beaucoup de tourisme, mais pas forcément de produits industriels et ne constitue pas un hub justement en Afrique. C'est un lieu de passage.
Et c'est toute la différence. Donc je crois qu'il faut être assez prudent sur l'impact économique que le développement de ce hub pourra avoir et l'intérêt pour les entreprises françaises. Oui, vous avez tout à fait raison. Même quand vous disiez justement les grands travaux, ce n'est pas les grands travaux qui vont relancer l'économie égyptienne. Mais il ne faut pas trop vite jeter la pierre justement aux militaires qui détiennent une grosse partie de l'économie, parce qu'ils ne sont pas stupides. Ils ont senti le vent du boulet, comme vous l'avez dit, et c'est leur propre intérêt de développer l'économie égyptienne. Et sur le terrain, et des études sérieuses le prouvent, il y a quand même un volontarisme de développer, de réformer en profondeur l'économie égyptienne, notamment en créant une économie de marché locale, quoi. De toute façon, en période de crise, c'est quand même une constante, les grands travaux d'infrastructure pour tenter de relancer l'économie. D'ailleurs, ce n'est pas le seul canal. Le canal de Panama aussi va être agrandi. On parle d'un canal au Nicaragua aussi. C'est un moyen de dynamiser quand même l'économie. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que une économie de marché, ça se construit avec des règles transparentes, avec l'acceptation du libre jeu de la concurrence, avec le fait qu'on accepte que les jeux soient ouverts, que les coûts d'entrée sur un marché soient relativement limités pour tous les acteurs. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un peu la problématique d'une économie dirigiste, structuré autour d'un État dans l'État qui est l'armée et qui a toujours la tentation de conserver ses rentes, d'empêcher tel ou tel acteur d'entrer sur le marché là où elle est déjà en position. Donc c'est une contradiction qu'il faut gérer. Et moi, j'ai pas l'impression que les réformes économiques ou la dynamique économique qui est enclenchée aillent dans le sens de la construction d'une économie de marché qui impliquerait une industrialisation, le développement de services, une véritable effort en matière de technologie. On est toujours dans l'idée que c'est l'État, une puissance qui va pouvoir, à lui seul presque, générer des grands travaux, etc. et relancer l'économie. Alors, ça n'est pas totalement impossible, mais encore une fois, à condition que ce soit bien pensé dans tous les aspects. Et je crains que c'est l'impact économique, on le verra dans quelques mois, que l'impact économique de ces travaux soit très limité. Des inquiétudes qui tranchent avec cette apparente insouciance, vous le voyez à cette cérémonie, à cette fête pour l'inauguration donc de ce canal de Suez nouvelle génération en 2015, avec cette cérémonie d'ouverture qui se termine. On est sur la fin, avec des chants, et puis les différents chefs d'État vont ensuite se déplacer pour assister à un dîner. On va regarder un peu cette fin de cérémonie le long du canal de Suez, devant ces différents chefs d'État, notamment, vous le voyez, François Hollande, le roi de la Jordanie. وهكذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا لختام حفل الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، فتحية إعزاز وتقدير وإجلال لكل من شارك في هذا العمل، وتحية شكر لكل من جاء يشارك مصر هذا الاحتفال. Voilà pour ces fumigènes aux couleurs du drapeau égyptien dans le ciel d'Ismaïla pour cette inauguration du canal de Suez. En présence de François Hollande, de nombreux chefs d'État et dirigeants de la région. On a remarqué aussi sur la gauche, un tout petit peu plus loin, qui est en train de se lever, Omar el-Béchir, président soudanais inculpé de génocide et de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, mais qui participe toujours à ces grands événements internationaux depuis plusieurs années maintenant. François Hollande l'a plutôt évité pour l'instant.
et les dirigeants qui assistent à ces cérémonies se lèvent maintenant. Ils vont quitter cette cérémonie d'inauguration qui s'achève avec un programme ensuite prévu. Les invités vont se rendre sous un dôme. Il va y avoir des entretiens bilatéraux entre les présidents français et égyptiens, un dîner officiel et aussi la représentation d'un opéra, pas n'importe lequel, Aïda, qui a été composé pour l'inauguration du premier canal de Suez. C'était il y a 145 ans maintenant. Verdi l'avait composé à la demande des autorités de l'époque. Voilà donc pour cette cérémonie de commémoration, d'inauguration du canal de Suez, qui s'achève en ce moment avec le départ des différents officiels. Après ce discours d'Abdel Fattah al-Sisi, alors qu'on voit plusieurs représentants, notamment M. Medvedev qui est venu pour la Russie. Il y a aussi le président du Conseil italien qui est venu sur place, mais parmi les Occidentaux, le seul dirigeant, le seul chef d'État, c'est François Hollande qui avait donc qui était assis à côté du président Abdel Fattah al-Sisi. Et je vous propose de retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, de retrouver Karina Chabour qui se trouve sur place à Ismaïlia pour France 24. Avant de la retrouver, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Abdel Fattah al-Sisi qui a beaucoup parlé d'histoire tout à l'heure dans son discours, un héritage de 7000 ans pour cette Égypte. Écoutez le président égyptien tout à l'heure lors de cette inauguration. Je salue ceux qui ont voulu aujourd'hui partager la joie et le bonheur du peuple égyptien. Car le peuple égyptien a prouvé qu'il était encore capable de recréer, de réécrire l'histoire et de travailler au bénéfice de l'humanité entière. Et Roland Lombardi, on le voit, hein, on l'a entendu tout au long de ce discours d'Abdel Fattah al-Sisi, l'héritage de l'histoire égyptienne. Le président égyptien en parle beaucoup. Oui, c'est la référence. C'est un discours patriotique. Hein, c'est à la fois un discours qui s'adresse aux Égyptiens, mais aussi à l'international. Hein, on l'a bien vu. On a même mis un peu de côté l'économie. Bon, c'est vrai que c'est très technique. Et il y a les grands messages au peuple égyptien et aussi aux nations présentes lors de l'inauguration. C'est une thématique qu'on peut lire quasiment dans le texte, dans le préambule de la Constitution égyptienne, qui est un long préambule et qui reprend l'ensemble de ces thématiques, qui est tout à fait une rhétorique intéressante pour les observateurs, parce qu'elle est grandiloquente, mais en même temps, elle est opératoire. C'est-à-dire que c'est un message qui nous paraît effectivement le don de l'Égypte pour l'humanité, le don du Nil, etc. Nous offrons un passage. Enfin, bon, est-ce qu'on dit la même chose du canal de Panama? Est-ce qu'on dit la même chose des autoroutes terrestres ou maritimes, etc. Donc, il y a effectivement une grandiloquence du discours qu'il faut replacer dans son contexte pour la comprendre et qui reprend les thématiques, l'Égypte éternelle, la lutte contre les frères musulmans qui sont associés directement au terrorisme, sans nuance. L'alliance entre l'armée et les oulamas, qui est un peu l'ossature depuis très longtemps, ce qui tient le corps de l'Égypte. Sortir de l'abattement, toute cette période sombre post-révolutionnaire qui a été une période lourde, d'indécision, on ne savait plus très bien où on allait. Et tous ces éléments de discours qui forment la rhétorique du gouvernement Sisi, qui obtient l'adhésion des Égyptiens, on verra pour combien de temps, forme un tout, et on trouve là finalement dans le canal de Suez une espèce de, je dis pas d'apothéose, parce que finalement cette inauguration n'est pas très flamboyante si on regarde ce qu'il en est. Il y a très peu de chefs d'État ou de gouvernement occidentaux qui sont présents. C'est loin d'être le grand événement international que le président Sisi exigeait ou espérait, mais ça marque quand même l'esprit, je pense, et l'adhésion des Égyptiens pour ce projet.
Et alors que cette cérémonie s'achève, on retrouve Karina Chabour sur place. Karina, voilà donc pour la fin de cette cérémonie officielle, de cette parade navale notamment, mais pour autant le programme est encore chargé pour les différents invités d'Abdel Fattah al-Sisi. Ouais. Mais je peux vous dire que cette cérémonie, elle a été très applaudie ici, y compris au sein de la salle de presse, ce qui peut sembler assez étonnant de notre point de vue en tout cas. Mais c'est vrai que ce projet de canal de Suez et d'élargissement du canal est très fédérateur. On a vu qu'il a donc, c'est un projet qui est vendu comme étant 100% égyptien, financé par des Égyptiens qui ont été, la demande a été même plus importante que l'offre. Et c'est vrai que selon un sondage publié aujourd'hui, plus de 70% des Égyptiens sont favorables à ce projet d'élargissement. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, c'est un jour férié pour que les Égyptiens puissent suivre en direct cette cérémonie. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose de finalement de fédérateur et on le ressent bien ici à Ismailia. Merci beaucoup, merci Karina Chabour de nous avoir fait vivre en direct cette inauguration de ce nouveau canal de Suez version 2015. Merci beaucoup à nos invités. Jean-Yves Moisseron, chercheur à l'Institut pour la recherche et le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Merci d'être venu et de nous avoir éclairé. Merci à Roland Lombardi, cadre en entreprise, consultant indépendant, analyste chez JFC, conseil, docteur en histoire et spécialiste notamment des mondes arabes, musulmans et sémites. Merci à vous deux de nous avoir apporté vos lumières durant ces cérémonies. Merci à vous de les avoir suivis. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal sur France 24. À tout à l'heure, on se quitte sur ces images en direct depuis l'Égypte et ce nouveau canal de Suez.